monétaire et socio-économique, et en fait, contourner la règle souveraine du Canada. Para 41. 48. Ces extraits, ainsi que d'autres allégations similaires dans la revendication, établissent le délit de faute des fonctionnaires. Ces types d'allégations ne satisfont pas à la norme stricte énoncée dans l'administration portuaire de St. John's 29. Ce sont des déclarations générales de politique économique et d'arguments. Ils n'appuient pas une cause d'action et sont donc frappés. 49. Le fait que le gouvernement n'ait pas pris certaines mesures concernant le capital humain ou d'autres mesures monétaires peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire dans le bon environnement décisionnel, mais la réclamation telle qu'elle est actuellement rédigée concernant les fautes professionnelles dans la fonction publique est privée de toute chance de succès. 50. La demande de complot est également privée de toute chance de succès. Tel qu'il est actuellement rédigé, il n'y a aucune précision sur les parties présumées impliquées dans le complot. Il y a des déclarations générales sur les complots présumés des ministres des Finances et d'autres personnes sans nom, ainsi que des agences monétaires internationales pour saper les dispositions de la loi sur les banques. De telles allégations ne satisfont pas aux critères de plaidoirie appropriés. 51. Le délit de complot exige un accord entre deux ou plusieurs personnes qui ont l'intention de blesser par des moyens illégaux. 30. Le seul argument invoqué dans la réclamation est que les défendeurs, fonctionnaires, sont consciemment et ou involontairement, à des degrés divers, de connaissance et d'intention, engagés dans un complot. Il n'y a aucun nom des personnes impliquées dans le complot présumé. De plus, que signifie à des degrés divers? Il n'y a pas de fait important à l'appui d'une allégation de complot. 52. Cette partie de la demande doit également être radiée. La charte est-elle engagée? 53. La revendication en vertu de l'article 15 de la Charte est le droit à l'égalité et à une protection égale en vertu de la loi. Une réclamation en vertu de l'article 15 exige qu'il y ait une différence de traitement entre les demandeurs et les autres. Il n'y a aucune distinction invoquée dans la revendication fondée sur un motif analogue ou énuméré. Dans l'arrêt Whitler et Canada, procureur général, 31, la Cour suprême a clairement indiqué que la notion d'égalité réelle est une condition nécessaire à la réussite de la revendication de l'article 15. La Cour a déclaré aux parts entre 41 et 63 comme suit. 41. Comme l'a expliqué le juge McIntyre dans Andrew, l'égalité est un concept comparatif dont la condition ne peut être atteinte ou discernée qu'en comparaison avec la condition des autres dans le contexte social et politique dans lequel la question se pose, p. 164. Cependant, le juge McIntyre a ajouté que la comparaison formelle fondée sur la logique du traitement similaire des goûts n'est pas l'objectif du par. 15. Ce que l'art. 15.1 exige une égalité substantielle et non formelle. 63. Il n'est pas nécessaire de localiser un groupe particulier qui correspond précisément au groupe demandeur, à l'exception de la ou des caractéristiques personnelles alléguées de discrimination fondée sur le motif. À condition que le demandeur établisse une distinction fondée sur un ou plusieurs motifs énumérés ou analogues, la demande devrait passer à la deuxième étape de l'analyse. Cela offre la flexibilité requise pour répondre aux demandes fondées sur des motifs de discrimination croisés. Cela évite également le problème de l'élimination des revendications dès le départ car aucun groupe précisément correspondant ne peut être posé. 54. En appliquant cela au cas présent, la demande est revendiquée au nom de tous les Canadiens. Aucune distinction n'est invoquée pour un motif énuméré ou analogue. Les politiques et les politiques économiques de la loi sur les banques s'appliquent à tous les Canadiens et aucun comparateur de discrimination pertinent n'est identifié. La Cour suprême a confirmé cette approche dans Office canadien de commercialisation des œufs et Richardson 32, où il est dit « P à condition que le gouvernement fédéral traite toutes les personnes à l'intérieur du pays de façon égale, il ne fait pas de discrimination. » Par conséquent, cette partie de la demande doit également être radiée. 55. L'article 7 de la Charte traite de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne. Tel que plaidé, cet article de la Charte n'est pas engagé. La réclamation est généralisée en ce qui concerne la réclamation de l'article 7 alléguant seulement que par une réduction, l'élimination et ou un retard fatal des services de santé, de l'éducation et d'autres dépenses et services en capital humain. Il n'y a aucun lien de causalité invoqué dans la réclamation liant les politiques et actions économiques du gouvernement à une violation de l'article 7.
Je souscris à l'argument de la Couronne énoncé au paragraphe 18 à 22 de leurs observations écrites, en particulier l'analyse de la application de Blancos et Colombie-Britannique, Human Rights Commission. 33 dans Blanco, la Cour suprême a déclaré 59 le stress, l'anxiété ou la stigmatisation peuvent découler de tout procès pénal, allégations relatives aux droits de l'homme ou même d'une action civile, que le procès ou le processus se déroule dans un délai raisonnable. Nous ne sommes donc pas concernés en l'espèce par tous ces préjugés, mais seulement par cette atteinte qui peut être considérée comme découlant du retard dans le processus des droits de l'homme. Il serait inapproprié de tenir le gouvernement pour des préjudices causés par des tiers qui n'agissent en aucun cas en tant qu'agents de l'État. Italique dans l'original. 56 La Cour suprême a également clairement conclu que les droits garantis par l'article 7 ne comprennent pas les droits positifs. Dans Gosselin et Québec, procureur général, 34, la Cour suprême a souligné qu'une réclamation fondée sur l'article 7 doit découler de la conséquence directe d'une action déterminante de l'État qui prive en soi le demandeur du droit à la vie, à la liberté ou à sécurité de la personne. Aucune infraction négative ou interdiction par l'État d'un intérêt au titre de l'article 7 n'a été invoquée. Cette réclamation doit être radiée. Compétence de la Cour. 50. Large pour saisir ce type de réclamation contre des acteurs fédéraux et des fonctionnaires de la Couronne. Il n'est donc pas clair et évident que notre Cour n'est pas compétente pour connaître ce qui concerne la question de la qualité pour agir. Il existe maintenant une pléthore de cas établissant les paramètres de la qualité pour agir dans l'intérêt privé et public. Dans une décision donc pas clair et évident que notre Cour n'est pas compétente pour connaître des demandes de réparation déclaratoire comme ici. La position du demandeur. 59 En ce qui concerne la question de la qualité pour agir, il est CSC 62, 2003, 3 RCS 3 au par. 33 à 36 et CUPE Canada, ministre de la Santé, 2004 confère 1334 au par. 39, 244 DLA, 4e, 175. En règle générale, un tribunal n'intervient pas dans le contrôle des actions ou décisions des pouvoirs exécutifs ou législatifs lorsque l'objet du différend est inapproprié pour l'intervention judiciaire ou lorsque le tribunal n'a pas la capacité de le résoudre correctement. Ces préoccupations sont bien exprimées dans limite du contrôle judiciaire. La loi de la justiciabilité au Canada, ci-dessus, au pp 4 et 5. La pertinence comprend non seulement des éléments normatifs et positifs, mais reflète également une appréciation à la fois des capacités et de la légitimité du processus décisionnel judiciaire. Tom Cromwell, maintenant le juge Cromwell de la Nouvelle-Écosse d'appel, a résumé cette approche de la justiciabilité dans les termes suivants. La justiciabilité d'une affaire se réfère à son aptitude à être tranchée par un tribunal. La justiciabilité implique l'objet de la question, la manière dont elle est présentée et la pertinence de l'arbitrage judiciaire à la lumière de ces facteurs. Cette pertinence peut être déterminée en fonction des normes institutionnelles et constitutionnelles. Il comprend à la fois la question de l'adéquation du mécanisme judiciaire à la tâche ainsi que la légitimité de son utilisation. S'il est utile d'élaborer des critères de détermination de la justiciabilité, y compris des facteurs tels que la capacité institutionnelle et la légitimité institutionnelle, il est nécessaire de laisser le contenu de la justiciabilité ouvert. Nous ne pouvons pas indiquer toutes les raisons pour lesquelles une affaire peut être non justiciable. Bien que la justiciabilité contienne un ensemble de questions diverses et changeantes, en dernière analyse, tout ce que l'on peut affirmer avec confiance, c'est qu'il y aura toujours, et devrait toujours y avoir, une frontière entre ce que les tribunaux devraient et ne devraient pas décider, et en outre, que cette frontière doit correspondre à des principes prévisibles et cohérents. Comme le conclut Galligan, la non-justiciabilité signifie ni plus ni moins que le fait qu'une affaire ne peut être jugée point. Note en bas de page omise. Souligné dans l'original. 26 Bien que les tribunaux jouent un rôle évident dans l'interprétation et l'exécution des obligations statutaires, le Parlement peut, dans les limites de la Constitution, se réserver le seul rôle d'exécution. Voir Canada. Vérificateur général, c'est Canada. Ministre de l'Énergie,
Mines et ressources, 1989 Camp LI 73, CC, 1989 2 SCS 49, 1989 SCJ. N80 au par. 68 à 70. Une telle intention parlementaire doit découler d'une interprétation des dispositions législatives en cause, une tâche qui peut être éclairée, en partie, en examinant la pertinence de la prise de décision judiciaire dans le contexte de choix politiques ou de prédictions scientifiques contradictoires. 31. La justiciabilité de toutes ces questions est une question d'interprétation législative visant à déterminer l'intention du Parlement. En particulier, si le Parlement voulait que les obligations statutaires imposées aux ministres et aux gouverneurs en conseil par la KPA soient soumises à un examen judiciaire et à des mesures correctives. 33. Si l'intention du par. 5 de la loi visait à garantir que le gouvernement du Canada se conformait strictement aux obligations du Canada en vertu de Kyoto, l'approche adoptée était indûment lourde. En effet, une déclaration simple et sans équivoque d'une telle intention n'aurait pas été difficile à rédiger. Au lieu de cela, l'art. 5 associe la responsabilité d'assurer le respect de Kyoto avec une série de mesures déclarées dont certaines sont bien en dehors du domaine approprié du contrôle judiciaire. Par exemple, 5.1a 3.1 exige qu'un plan sur les changements climatiques prévoie une transition juste pour les travailleurs touchés par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'art. 5.1d exige une répartition équitable des niveaux de réduction entre les secteurs de l'économie qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des considérations politiques qui ne font pas l'objet d'un contrôle judiciaire. Il en est ainsi parce qu'il n'y a pas de critères juridiques objectifs qui peuvent être appliqués et aucun fait à déterminer qui permettrait à un tribunal de décider si la conformité a été atteinte. Voir Chiasson et Canada, 2003 455, 226 DLR, 4e, 351 au par. 8. 34. Il n'est pas approprié que la Cour analyse le libellé du par. 5 en éléments justiciables et non justiciables, du moins dans la mesure où ce langage traite du contenu d'un plan sur les changements climatiques. Cette disposition doit être lue dans son ensemble et ne peut être appliquée par voie judiciaire au coup par coup. Bien que l'incapacité du ministre à préparer un plan sur les changements climatiques puisse être justiciable, une évaluation de son contenu ne l'est pas. En effet, les diverses obligations qui incombent au ministre et à d'autres personnes en vertu de la loi de préparer, de publier et de déposer les rapports, règlements et déclarations requis sont toutes associées au terme obligatoire doit. Ce mot est interprété comme impératif dans un contexte législatif et, lorsqu'il est utilisé, il crée presque toujours une obligation impérative, voir la loi d'interprétation, LRC 1985, CH. I 21, par 11. Pour autant que je sache, le mot assurer, que l'on trouve à l'art. 5 et ailleurs dans la KPA n'est pas couramment utilisé dans le contexte de l'interprétation des lois pour indiquer un impératif. 38. Je note également que l'art. 6 de la loi dit seulement que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements. Ce langage n'est clairement pas obligatoire. C'est, je pense, le fondement de l'exhortation de Lord Brown Wilkinson dans R. C. Secretary of State for Home Department, 1995 2 Olaire 244 Tachel, selon laquelle, sans un texte législatif clair, les tribunaux n'ont aucun rôle à jouer pour exiger la mise en œuvre de la législation. Cela, a-t-il dit, serait dangereusement proche de la zone de compétence exclusive du Parlement. Le langage des articles 7.1 et par. 7.2 n'est pas suffisamment clair pour que je ne pense pas qu'il visait à l'emporter sur le sens clairement permissif des mots peut prendre des règlements aux articles 6.1 de la loi. 64. Les questions en litige dans la présente réclamation sont axées sur les politiques car elles nécessitent un examen de la politique économique et la réparation demandée oblige le gouvernement du Canada à prendre certaines mesures concernant les prêts sans intérêt pour les dépenses de capital humain. Quels critères juridiques objectifs peuvent être appliqués pour interpréter ces dispositions lorsque des questions économiques telles que celles soulevées relèvent de la politique gouvernementale? Le comité peut ne pas être d'accord avec la politique, mais la Cour n'est pas le véhicule pour déclarer que le gouvernement modifie cette politique s'il n'y a pas d'impératif législatif. L'article 18 de la loi sur les banques est un article facultatif en ce sens que les pouvoirs à exercer peuvent être exercés.
Cela permet un pouvoir discrétionnaire et des considérations de politique dans la mise en œuvre de ces pouvoirs en vertu de la loi sur les banques. Il n'y a aucune exigence de prêt sans intérêt pour le capital humain. 65. À mon avis, cette allégation est semblable dans ces circonstances à celle des Amis de la Terre. Il s'agit d'une question politique qui relève de la compétence du Parlement et n'est donc pas justiciable. Les créateurs fondent les bancs de la justiciabilité, comme l'a noté Dean Lorne-Sossin. Que ce soit au sens normatif ou positif, la pertinence est apparue comme le substitut le plus courant de la justiciabilité. La pertinence comprend non seulement les éléments normatifs et positifs, mais reflète également une appréciation à la fois des capacités et de la légitimité de la prise de décision judiciaire. Bien que la justiciabilité contiendra un ensemble de questions diverses et changeantes, en dernière analyse, tout ce que l'on peut affirmer avec confiance, c'est qu'il y aura toujours, et devrait toujours y avoir, une frontière entre ce que les tribunaux devraient et ne devraient pas décider, et en outre, que cette frontière devrait correspondre à des principes prévisibles et cohérents. 37. 66. Les représentations écrites de la Couronne exposent succinctement la question et les problèmes de la demande. 53. Cette absence d'obligation statutaire ou constitutionnelle se reproduit en ce qui concerne l'allégation d'impact négatif sur l'économie canadienne des relations du Canada avec différents États et organisations internationales. La réclamation affirme que les représentants du gouvernement sont à des degrés divers, en connaissance et en intention, engagés dans un complot avec des groupes comme l'ABRI, le FI et le FMI pour rendre impuissante la loi sur la Banque du Canada. Une telle activité intergouvernementale, prétend-on, constitue une violation directe et palpable de la loi puisque la politique monétaire et financière fédérale est en fait, dans l'ensemble, dictée par des banques privées étrangères et des intérêts financiers. Entre autres choses, cette violation présumée entraînerait la perte de souveraineté sur les décisions liées à la banque, la politique monétaire, la politique économique et la politique sociale, et le schisme en spirale entre les riches et les pauvres au Canada. 54. L'absence de critères juridiques objectifs pour statuer sur les allégations présentées se retrouve tout au long de la réclamation, à l'égard de multiples questions. Activités comptables, tenue de procès-verbaux au BRI et au FSB, crédit d'impôt, bonne volonté des entreprises et location d'immeubles du gouvernement fédéral. De plus, la réclamation est irréalisable. La généralité et l'étendue de la réclamation sont telles que ces paramètres ne peuvent pas être déterminés de manière significative et elles défient donc la gestion judiciaire. 56. Les demandeurs sont préoccupés par la façon dont le Canada élabore et met en œuvre la politique fiscale et monétaire et la participation du Canada aux organisations économiques internationales. Comme indiqué, la réclamation ne traite pas d'aspects spécifiques de la législation, mais plutôt de questions abstraites liées à la gouvernance de la Banque du Canada et au rôle des marchés mondiaux. 62. Les demandeurs cherchent à plaider précisément les types de questions qui ont été jugées au-delà de la portée appropriée de la décision des tribunaux canadiens. Plutôt que de pointer vers des actions ou des politiques spécifiques régies par la loi, la demande à notre cour de réécrire les processus régissant la Banque du Canada et la participation du Canada à des groupes comme l'ABRI, la FI et le FMI. La réclamation vise à confier au gouvernement et à la Banque du Canada les mandats économiques défendus par les demandeurs. 63. Les demandeurs admettent qu'ils sont principalement intéressés à cibler la politique, des politiques telles que les taux d'intérêt et d'autres politiques fixées par la Banque du Canada, alléguant qu'elles sont élaborées en consultation ou sous la direction du FSB et organisations apparentées. Plus généralement, l'accent est mis sur la politique monétaire et financière et les politiques économiques et sociales, connexes, que les demandeurs considèrent comme déficientes dans la mesure où elles sont dictées par une banque étrangère privée et des intérêts financiers. Cette demande va à l'encontre de l'étendue appropriée de l'intervention judiciaire. Qu'une politique soit ou non financièrement ou économiquement fallacieuse n'est pas du ressort du pouvoir judiciaire, mais du gouvernement tel que mandaté par l'électorat. 67. Les citations ont été omises de ces paragraphes, mais un examen de ces affaires était ses arguments. 38. 68. La position de Comé selon laquelle les questions sont justiciables repose sur des affaires telles que Shaoulis et Québec, procureur général, 39 références concernant le régime d'assistance publique du Canada, BC, 40 références. Loi anti-inflation, Canada, 41 et Manitoba,
Procureur général, c'est Canada. Procureur général, renvoi relatif au rapatriement. 42. Ceux-ci sont tous cités pour la proposition selon laquelle les tribunaux ne se sont pas dérobés aux questions qui impliquent l'interprétation des lois ou des obligations ou droits constitutionnels. Tout ce dont la Cour a besoin pour connaître de la demande est un sujet qui a un élément juridique suffisant pour justifier l'intervention du pouvoir judiciaire. 43. En outre, Shaoyi est cité pour la proposition selon laquelle rien dans notre arrangement constitutionnel n'exclut les questions politiques du contrôle judiciaire lorsque la Constitution elle-même est présumée violée. 44. 69. Commet soutient que la question en litige ne concerne pas la politique socio-économique, et si elle est correcte, mais plutôt si la mise en œuvre des dispositions de la loi sur les banques viole ou non les droits de Commet. 70. Au final, je ne suis pas convaincu que la réclamation soit justiciable. La réclamation porte sur des questions telles que la décision du ministre d'être financièrement et économiquement fallacieuse par 21. Que les provinces obtiennent plus de prêts sans intérêt que les autres par 21. Les décisions sont fondées sur le raisonnement selon lequel ces prêts augmenteraient les déficits annuels par 24. Il est reconnu depuis longtemps que les investissements et les dépenses dans le capital humain est l'investissement et les dépenses les plus productifs qu'un gouvernement puisse faire, etc. Ces quelques exemples tirés de la revendication, parmi lesquels il y en a beaucoup plus, ont des répercussions sur l'élaboration des politiques et non sur des considérations juridiques. Autorisation de modifier. 71. Cette Cour et la jurisprudence générale ont amplement autorité pour dire que lorsqu'une réclamation a un certain fondement d'une réclamation légitime, elle ne doit pas être rejetée mais autorisée à être modifiée afin de déterminer si la palourde peut être guérie. 45. 72. Étant donné que la réclamation, à mon avis, n'est pas justiciable, l'autorisation de modifier ne corrigera pas les vices. L'autorisation de modifier n'est donc pas accordée. Conclusion. 73. Ainsi, pour les motifs invoqués, la requête est accueillie et la demande est radiée sans autorisation de modification. Comme indiqué au début, il s'agissait d'une nouvelle allégation. Dans ces circonstances, il ne devrait pas y avoir de frais. F partagé.